Souvent depuis petit, on a entendu dire qu'avoir 20 ans, c'était le plus bel âge de la vie. Parfois, en fait, on peut se dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, qu'en est-il ? Il n'y a pas de réponse toute faite, car selon les personnes, les étapes de la vie sont vécues différemment. Mais certains passages sont tout de même à franchir pour tout le monde. Être jeune adulte, c'est devenir autonome, construire son identité, développer ses propres valeurs, se détacher des parents, et d'ailleurs parfois, c'est s'éloigner et vivre dans son premier logement dans une ville inconnue. Être jeune adulte, c'est aussi faire des projets d'avenir pleins d'illusions et de désillusions. C'est pouvoir enfin atteindre certains rêves et se rendre compte que d'autres projets sont utopiques ou inaccessibles. Être jeune adulte, c'est donc arriver à trouver un équilibre entre la réalité, le monde dans lequel on vit et nos envies et nos projets. Parfois, cela peut sembler déprimant et difficile, quand on voit par exemple aujourd'hui les enjeux politiques ou écologiques. Mais être jeune adulte, c'est accéder à une autonomie qui laisse une grande marge de manœuvre, qui autorise la créativité et l'inventivité. C'est une période propice aux rencontres avec d'autres jeunes avec qui partager ses rêves. Ces processus de socialisation ont malheureusement été ces dernières années bousculés du fait des confinements et des couvre-feux qui ont réduit les possibilités de rencontres en dehors du numérique. Il faut alors aujourd'hui recréer ces espaces et ces possibilités de rencontres, les réinventer, prendre de nouvelles habitudes. C'est l'équilibre entre les projets relationnels et personnels qui va permettre d'avoir confiance en soi et de faire face à des situations plus compliquées qui peuvent entraver la vie de chacun. Avoir des projets à réaliser, mais aussi pouvoir s'appuyer sur ses pairs ou des personnes de confiance est fondamental pour un bien-être psychologique. En effet, il ne faut pas oublier que la santé, c'est aussi la santé mentale. En cas de difficulté ou de souffrance, il ne faut pas hésiter à en parler à un proche ou à demander conseil à un professionnel, par exemple au SSE ou via des lignes d'écoute comme le 3114. Être étudiant, c'est tout d'abord un grand changement de statut, un changement de rythme, un changement d'environnement. Tout d'abord, être étudiant, c'est au niveau scolaire, se retrouver avec un rythme de travail soutenu mais pas forcément encadré par les enseignants comme au lycée. Là, c'est l'autonomie qui prime. Il est parfois difficile de s'imposer à un rythme de travail adéquat. D'autre part, être étudiant, c'est se retrouver, quelles que soient les filières, dans des situations de compétition. Le passage par Parcoursup, en terminale, initie ce système qui se poursuit sous des formes différentes jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Ceci peut faire peser une pression importante sur chaque étudiant, cherchant la réussite. Parfois, la pression est perçue de la part des professeurs, des parents ou des tuteurs de stage. Une remise en question des études et du projet professionnel est aussi fréquente, notamment, paradoxalement, en toute fin de cursus. La peur d'avoir fait des mauvais choix émerge, avec celle de rater un autre avenir meilleur. Être étudiant, c'est aussi souvent s'éloigner des parents et vivre dans son premier logement dans une ville parfois inconnue. Il faut alors trouver de nouveaux repères, relationnels mais aussi d'organisation. Et la situation financière peut compliquer le mode de vie. Mais être étudiant, c'est aussi profiter de cette liberté, faire des choix de vie, des expériences, faire des sorties, des rencontres, des découvertes culturelles variées. Être étudiant, c'est s'ouvrir au monde de façon autonome pour devenir l'adulte de demain. Cependant, il est aujourd'hui reconnu qu'un nombre négligeable d'étudiants disent se sentir stressés, déclarent avoir des problèmes de sommeil. Si vous en faites partie, n'hésitez pas à vous faire aider. Il est important de comprendre ce que l'on ressent pour mieux y faire face. Sollicitez un professionnel. Cela peut être votre médecin généraliste, un psy, ou encore les professionnels du SSE ou des lignes d'écoute comme le 3114. Ces professionnels sont là, pour vous, pour trouver l'aide la plus adaptée à la situation, à vos problèmes et à vos besoins. Tout d'abord, face à un proche qui va mal et qui a des idées suicidaires, la première chose est de montrer que l'on est là et que la personne n'est pas seule. Le soutien des proches est un facteur de protection reconnu. On peut donc échanger avec la personne, lui demander comment elle va. On peut même lui dire que l'on est inquiet pour elle. Cela peut la rassurer de voir que quelqu'un s'inquiète pour elle et perçoit sa souffrance. Si la personne se confie, il peut arriver qu'elle demande de ne surtout pas parler de ce qu'elle évoque à propos de ses idées suicidaires. Attention, vous pouvez avoir besoin d'en parler pour la protéger, pour l'aider, mais aussi pour être aidé également. Le suicide ne peut jamais rester un secret. Ce n'est pas trahir un secret que d'aider une personne en souffrance. Vous pouvez d'ailleurs trouver avec la personne à qui en parler. Sachez que parler du suicide ne va jamais amener une personne à avoir des idées suicidaires si elle n'en a pas avant. Au contraire, cela peut soulager d'entendre quelqu'un mettre des mots sur un ressenti. Si on est inquiet, on peut donc poser la question des idées suicidaires, même si ce n'est pas facile. Mais cela va aider la personne à se confier. Si vous pensez que quelqu'un
a des intentions suicidaires, demandez-lui de façon directe. Examinez sa situation afin d'assurer sa sécurité dans l'immédiat. Les propos suicidaires sont vraiment toujours à prendre au sérieux. Il est important d'écouter et de demander conseil à un professionnel pour aider au mieux la personne. Si la personne est en danger, contactez les urgences, le 15, le SSE ou le 3114, le numéro national de prévention du suicide, qui aide les personnes en souffrance, mais aussi les proches, les aidants, les professionnels et les personnes endeuillées par suicide. Dans tous les cas, même si vous échangez avec les personnes en difficulté, encouragez-la à faire appel à de l'aide, à du soin. Vous pouvez lui rappeler qu'aujourd'hui, différentes possibilités existent pour être aidé, à l'hôpital, chez un psy en libéral, mais aussi en ligne ou par téléphone. Ainsi, chacun peut vraiment trouver ce qui lui convient le mieux. C'est important aussi de montrer aux proches que l'accompagner vers un professionnel, ce n'est pas l'abandonner, mais trouver davantage d'aide. La démarche peut être faite à deux, si c'est plus simple pour la personne en souffrance. Attention, il n'est pas anormal de se sentir moralement fatigué ou triste face à des personnes en détresse. N'hésitez pas non plus de votre côté à en parler avec d'autres personnes, des amis ou des professionnels comme ceux du SSE, pour vous soutenir et vous aider à aider votre proche. Il peut être également utile de trouver des activités ou d'instaurer des habitudes pouvant améliorer votre propre morale ou votre état de santé mentale lorsque vous aidez ou avez aidé une personne en détresse. Voici quelques exemples connus pour améliorer le moral et réduire l'anxiété. Veiller à son alimentation, adopter de bonnes habitudes de sommeil, pratiquer des techniques de relaxation, faire de l'exercice, parler à des personnes à l'écoute, dire aux autres ce que vous ressentez, organiser des activités appréciées avec d'autres personnes et faire d'autres choses qui vous ont déjà aidé par le passé.